Le sabre, c'est une arme assez particulière par rapport aux deux autres armes qui constituent le monde de l'escrime, hein, fleuret, épée et sabre. Le sabre, c'est la seule arme avec laquelle on peut toucher avec ce qu'on appelle le tranchant. C'est l'arme de Zorro. Voilà, ça, Zorro, c'est son arme, avec une sorte de coquille qui enveloppe la main. Je peux dire que l'escrime, c'est ce qui a construit toute ma vie. J'avais une maman qui était institutrice, j'étais à 7 ans dans le même établissement qu'elle, et j'étais extrêmement turbulent. Ma mère, n'y tenant plus, est allée voir le pédiatre de la famille, et le pédiatre n'a pas trouvé mieux que de proposer à ma mère de m'inscrire dans un club d'escrime. Et ce club d'escrime était était animé par un maître d'armes militaire. Et le pédiatre le savait. Et le pédiatre a dit à ma mère, vous allez voir, il va le remettre un peu dans le droit chemin. Et progressivement, je ne dis pas que ça s'est fait tout de suite, mais progressivement, ce maître d'armes m'a donné une envie, quoi. Voilà, en tout cas un cap, un objectif. Et je pense que le déclic, c'est quand j'ai été champion de France moins de 15 ans. C'est bizarre, hein, c'est pas grand-chose, champion de France moins de 15 ans. C'était donc dans les débuts des années 70, ouais. Celui-là, il marque un changement assez radical dans mon rapport à l'escrime. Mon maître d'armes aussi, le maître Augustin Parent, je crois qu'il notait tout sur un carnet. Et j'ai récupéré ces carnets où je voyais un peu ses analyses, ses observations me concernant. Je lis le changement dans son analyse, comme si il sentait que j'avais compris que c'était quelque chose qui allait me conduire à me développer, à améliorer mon rapport à la société. Un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un d'extrêmement déséquilibré dans son comportement. Il est toujours à la recherche de l'excellence, du petit plus qui va le faire monter sur le podium par rapport à un autre. Donc si vous n'êtes pas bien accompagné, bien encadré dans votre parcours de haut niveau, vous risquez la sortie de route. Hein, voilà. Et donc ça m'a construit, c'est une évidence, mais je le dois bien sûr aux efforts fournis, aux choix aussi dans ma vie, pas des sacrifices mais des choix, mais aussi à celles et ceux qui m'ont encadré, mes parents aussi, hein, qui m'ont laissé quand même la bride sur le cou. Ils auraient pu dire, écoute, arrête avec ça, concentre-toi sur tes études. Ils m'ont laissé faire aussi. Hein. Je le dis aujourd'hui parce que s'ils n'avaient pas fait confiance au maître d'armes, je pense qu'ils m'auraient demandé peut-être d'arrêter quand j'avais 15-16 ans. Or, ils m'ont encouragé à continuer. À l'approche des Jeux de Moscou, j'entends que peut-être on ne va pas y aller, alors que c'était peut-être ma première expérience. Il y avait énormément de déception et de frustration, énormément. Quelques mois plus tôt, la Russie, l'URSS à l'époque, envahit l'Afghanistan. Réaction immédiate d'un certain nombre de pays occidentaux, nous n'irons pas aux Jeux de Moscou. La France est située à mi-chemin entre ces deux positions. Nous n'avons pas suivi les États-Unis, qui ont boycotté, hein, avec un certain nombre d'autres pays, mais nous y sommes allés, écoutez bien, sans hymne, sans drapeau, nous n'avons pas défilé. À chaque fois qu'un athlète français montait sur le podium, il montait avec le drapeau olympique hein, qui montait derrière lui. Ça, c'est un acte politique. C'est terrible pour un athlète en particulier, de ne pas représenter son pays lors des Jeux olympiques. C'est un geste fort, auquel je suis d'ailleurs moi totalement opposé. J'avais fait une déclaration à la presse, où en gros je critiquais Giscard, bon, à ma manière, en disant pourquoi est-ce qu'on nous interdirait d'aller à Moscou, ça fait 4 ans qu'on se prépare, etc. Donc gentiment, le conseiller de l'époque de Giscard m'avait invité, puisque convoqué à l'Élysée, en m'expliquant que la politique c'était quelque chose de très important et qu'il fallait se plier aux décisions du président de la République. Bon, j'avais été assez impressionné à l'époque hein, par tout ça, j'avais écouté, donc je m'étais écrasé par la suite. Et puis finalement, on y était allé, certes, dans des conditions très particulières, mais on y était allé. J'ai terminé à l'époque 25e,
J'étais le seul Français d'ailleurs à être rentré sans médaille en escrime, donc ça m'a beaucoup marqué. Et puis le fait d'avoir vécu la cérémonie d'ouverture sans pouvoir y participer, c'est un mauvais début quand on veut participer de manière forte aux Jeux Olympiques. Voilà, donc c'est pas un très bon souvenir, mais ça forge le caractère. Après les Jeux de Moscou, 80, et les championnats du monde d'ailleurs qui ont lieu à Clermont-Ferrand en 81, on est au fond du trou, le sabre. On termine par équipe 9 ou 10e derrière la Grande-Bretagne, ce qui était bon, une honte, voilà, ça va être très clairement. Et là, on a la chance d'avoir un directeur technique national, Jean-Michel Oprendec, qui dit on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas rester entre Français, il faut faire venir un entraîneur étranger. Et donc ces Péchés arrivent 6 mois plus tard, avec ses méthodes, à la hongroise. Un volume de travail multiplié par 5. Là où on s'entraînait 1 heure et demie par jour, on passe à 5 heures par jour. Une qualité de travail aussi, de leçons qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait connu précédemment. Ces Péchés nous avait dit une chose, il avait dit je me donne 8 ans pour qu'on soit au plus haut niveau. Donc notre objectif, ce n'était pas Los Angeles, c'était Séoul 88. Donc on commençait à avoir quelques résultats en 83, mais 84, on le prend comme une étape. C'est les Jeux, hein, ce n'est pas n'importe quelle étape. Il se trouve qu'il y a des conditions particulières. Évidemment, les Russes qui s'étaient fait maltraiter en 80 rendent l'appareil aux Américains et ils ne viennent pas. Donc on a quand même pas mal de nations de l'Est qui ne sont pas à Los Angeles. Et puis je gagne, voilà. Et on fait médaille d'argent par équipe et on a même d'ailleurs un autre tireur qui est en demi-finale. Et on prend ça comme un formidable encouragement. On se dit, mais ça y est, là, il y a quelque chose, quoi. Il y a la mayonnaise apprise qui nous a dit, on le respecte, on respecte notre plan de charge, notre feuille de route, on est sur la bonne voie. Donc on est reparti de Los Angeles, mais gonflé à bloc. On y va avec la certitude qu'on avait tout fait pour être bien préparé aux Jeux de Séoul, hein, évidemment. On avait vu la progression. J'avais gagné les championnats du monde en 87. On avait fait médaille de bronze par équipe. On était au top. Je gagne, et je gagne bien ma finale en individuel contre un Polonais, Janusz Olek. J'étais vraiment au top, voilà. Et donc ce deuxième titre, c'est vraiment la consécration. Je ne sais pas comment on peut exprimer ça, un peu comme un compagnon du Tour de France qui, vous voyez, qui finit son chef-d'œuvre, pas que moi, mais mon maître d'armes, les gens de l'équipe, voilà, on s'était préparé pour ça, on s'était fixé un objectif et on l'atteignait comme on l'avait dit. Ça, je peux vous assurer que je me retourne sur mon passé, et quand j'ai commencé à 7 ans et demi, et je me dis... ben voilà, quoi, il y a quelque chose. Enfin, j'ai fait quelque chose de ma vie. France. Porter le drapeau pour les derniers Jeux, c'était quelque chose d'assez unique et d'assez exceptionnel. Et puis, on s'était fait là aussi une promesse que il faut se faire des promesses un peu dans un groupe comme ça pour avancer. Comme on n'avait pas gagné de médaille par équipe à Los Angeles, encore une fois, à cause d'un arbitre, on va dire un peu tatillon pour ne pas dire plus, moi, j'avais dit, malgré peut-être le fait que je commençais déjà à fatiguer, j'ai dit non, on va repartir et on va aller chercher une médaille par équipe à Barcelone. Et on gagne une médaille de bronze. Voilà, et en plus, c'est ma dernière médaille, c'est moi qui marque la dernière touche du dernier match. Donc, comme si finalement la boucle était bouclée. C'est une petite symbolique assez sympathique, mais qui montrait bien encore une fois qu'on avait réussi là où on s'était préparé.
Jacques Chirac, je le rencontre, sans savoir d'ailleurs que j'allais le voir, je le rencontre à Los Angeles. Il est au pied de mon podium, après qu'on m'ait remis ma médaille d'or, ma première médaille d'or au jeu. Et j'ai en face j'avais jamais rencontré, j'ai en face de moi un grand bonhomme qui me met sa grande patte sur l'épaule et me dit « Ah, c'est bien ce que vous avez fait. Bravo, je suis content pour vous. » Alors, il y avait Guy Drut derrière lui, qui était son conseiller adjoint au sport, hein, à la ville de Paris. Puis je sais pas, il y a un truc qui se passe. Enfin, c'est un homme très particulier, pour qui j'ai une grande affection. Son intérêt pour les sportifs, hein, n'était pas fin. J'ai plein d'anecdotes à son sujet, où il appelait les sportifs autant quand ils gagnaient que quand ils avaient une grave blessure. Après les Jeux de Barcelone, 8 mois après, alors que j'étais kinésithérapeute et que je m'apprêtais à rejoindre la ville de Lyon, je reçois un coup de fil de sa part directement en me disant ah, Jean-François, il faudrait que tu viennes me voir. Parce qu'il tutoyait les athlètes et évidemment, nous, on le vous voyait. Donc je vais le voir à la mairie de Paris et il me dit voilà, écoute, j'ai mon conseiller sport de la ville qui arrête, enfin qui change d'orientation. Est-ce que tu veux le remplacer? Mais je ne connaissais rien à la politique, encore moins à la vie de cabinet dans une mairie. Et je me suis formé sur le tas à la ville de Paris, donc pendant 1 an et demi. Et puis quand il gagne à la présidence de la République, je le vois dans le couloir, il me dit bon, tu viens avec moi à l'Élysée. Hein. Bon, d'accord. Donc voilà, donc je deviens son conseiller pendant 7 ans à l'Élysée. Ça a été, je mets de côté le sport, hein, mais certainement les plus belles années de ma vie, les 7 ans à l'Élysée. Parce qu'on était au cœur du pouvoir, avec un homme qui faisait confiance. C'est la victoire de l'équipe de France en 98 au Stade de France, où Chirac est aux premières loges, où il vit pleinement le moment, quoi, voilà, à sa manière. Alors il a souvent été brocardé parce qu'il y avait beaucoup d'empathie et d'emphase, mais il avait une affection très sincère pour les joueurs. Alors ça, c'est des moments forts, parce que c'est à la fois la grandeur de la France, des moments politiques très forts, et puis une relation humaine aussi, parce que la politique, c'est aussi de l'humain. Ça arrive vers 18h30, les vrais premiers sondages avec des projections qui ressemblaient à quelque chose, parce que l'écart était quand même pas très important. Hein. Bon, on commence à sentir que ça se dégage, que l'écart avec Jospin se creuse. Donc il y a ce truc un peu bizarre, à la fois de soulagement de l'entourage, mais aussi ce coup de massue de voir Le Pen au deuxième tour. Et je vois Chirac se tasser sur son siège. C'est un coup dur, quoi, pour la démocratie, enfin en tout cas pour une expression d'une pluralité et d'une image de la France. Donc c'est, vous voyez comment vous dire, c'est une forme de soulagement, mais aussi d'inquiétude, voilà, et de gravité. Et on a senti à ce moment-là un basculement de l'opinion comme ça, qui, je pense, a coûté le deuxième tour à Jospin, qui avait un rapport à l'autorité qui était, à mon avis, pas du tout adapté au rôle de président de la République. On avait eu aussi un premier signal, un France-Algérie en football au Stade de France, que Jospin avait organisé, mais avec une petite forme de naïveté qui n'était pas non plus de bonne aloi, où le stade avait été envahi avant la fin du match, Zidane avait été sifflé, bon, et lui il était là avec 11 de ses ministres. Il n'avait pas bougé, enfin bon, vous voyez, à un moment donné, il faut exprimer quand même une forme d'autorité. Donc il y avait des petits signaux. C'est Madame Chirac qui avait repéré ça avant tout le monde et qui avait dit qu'il y avait un danger. Il se trouve qu'en tant que conseiller, plusieurs hommes politiques de l'époque m'avaient demandé de les aider à préparer une possible entrée au gouvernement si Chirac gagnait en 2002, donc j'en avais aidé certains. Et c'est entre les 2 tours que Chirac me fait monter dans son bureau à l'Élysée, il me dit « Écoute, je pense à toi pour être ministre des Sports ». Bon, là, j'ai pas eu trop le choix de quoi dire. Hein. Voilà.
candidature de Paris pour les Jeux de 2012, oui, qui venait après 3 autres candidatures ratées. La première d'ailleurs d'entre elles était celle de Jacques Chirac, qui avait porté la candidature de Paris pour les Jeux de 92, que j'aurais aimé terminer ma carrière à Paris comme porte-drapeau. Vous imaginez le moment. Notre dossier a été élaboré de façon telle que sur le plan technique et sur le plan de ce que doivent représenter les Jeux Olympiques pour les sportifs et pour la jeunesse, je n'imagine pas honnêtement que l'on puisse avoir un dossier meilleur. Alors je suis persuadé que d'ici aux élections, nous saurons convaincre. Paris est la plus belle ville du monde et le dossier de Paris pour les Jeux Olympiques est le meilleur du monde. Donc on repart une énième fois avec un Delanoë très allant sur le sujet, hein, voilà, qui avait vraiment envie que Paris gagne, hein, voilà. Et puis au fil du temps, je pense qu'on se laisse un peu aller, on se laisse bercer d'illusions, on pense qu'on est devant, et on se repose un peu sur nos lauriers. On ne voit pas les Anglais revenir avec Sébastien Coe, et patatras, en juillet 2005, donc le 5 juillet, très mal, hein. On est à Singapour, hein, tout le monde est à Singapour pour la session du CIO qui doit désigner la ville organisatrice des Jeux de 2012. Et puis on se prend alors là un très très gros coup de massue sur la tête. C'est encore pour moi une blessure non refermée. Voilà. Même si maintenant on a les Jeux, ça reste vraiment un échec personnel très très fort. J'ai des regrets peut-être de ne pas avoir été suffisamment présent aux côtés de Delanoë. Je représentais la candidature non pas comme sportif, mais avant tout comme politique, ministre d'un gouvernement. Quelques années plus tard, j'aurais lâché mon portefeuille de ministre. Si on peut dire en contrepoint de la victoire de Paris pour les Jeux de 2024, c'est que la leçon a été bien comprise et que c'est donc Bernard Lapasset et Tony Estanguet, donc 2 sportifs, hein, qui ont porté la candidature et qui l'ont menée à son terme.